Et alors les contrepoisons de l'historisme sont le non-historisme et le super. Ah, est-ce que c'est super ou supra? Parce que là c'est la même chose. Il y a super au lieu de supra. Ces noms nous ramènent au début de nos réflexions et à leur atmosphère de sérénité. Je désigne du nom de non historique l'art et le pouvoir d'oublier et de s'enfermer dans un horizon limité. J'appelle super historique les forces qui détournent le regard du devenir vers ce qui donne au devenir un caractère d'éternité et de même signification que l'art et la religion. La science, car c'est elle qui parlerait de poison, voit dans ses forces, dans ses puissances, des forces et des puissances hostiles, car elle ne tient pour vrai et juste que l'étude du réel, c'est-à-dire l'étude scientifique, qui voit partout un devenir. Là aussi, il y a des mots et des expressions qui font penser à des incompatibilités, voire des incohérences de langage, puisque on voit ici on a l'impression que ce mot de devenir est pris d'une façon négative et péjorative, alors que ce n'est pas le cas. En fait, la philosophie de l'orientation de Nietzsche est bien celle des devenirs. Mais parce que c'est pris dans un sens et dans un contexte différent, qui voit partout un devenir, un état historique et nulle part un état, un éternel. Les mots utilisés ici, l'art et la religion, c'est ça, un devenir, c'est-à-dire un devenu, c'est Gewordenes, c'est quelque chose qui est un résultat au fond, c'est ça, devenir, un historique et partout, c'est ça, quelque chose qui est tu ne l'as pas ici, ce passage, elle vit dans un état d'hostilité secrète contre les puissances immortalisantes de l'art et de la religion. Donc c'est quelque chose qui dans ce titre de super historique, vise bien quelque chose qui appartient à un extra historique ou un super, c'est ça, ou un supra, je veux dire, historique. Donc il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux mots super et supra. De même qu'elle oublie la mort du savoir et qu'elle tente d'effacer les limites de l'horizon et de précipiter l'homme dans une mer infinie et illimitée d'ondes lumineuses, la mer du devenir telle qu'elle croit le connaître. C'est aussi cette métaphore de lumière est aussi ambiguë parce que à la fois il y a une conception de la science comme illumination, mais en même temps quelque chose qui fait qu'elle est dévalorisée. Encore, s'il pouvait y vivre, de même que les villes, lors d'un tremblement de terre, s'effondrent et retournent au désert, de même que l'homme ne construit sa maison sur un sol volcanique que furtivement et avec crainte, de même, la vie s'effondre, faiblit et perd courage. Ça, c'est intéressant comme image. Quand le tremblement de concept Begriffsbeben, causé par la science, prive l'homme de ce qui fait le fondement de sa sécurité et de son repos, la confiance en quelque chose de durable et d'éternel.
Faudra-t-il donc que la vie ait le pas sur la connaissance et sur la science, ou que la connaissance ait le pas sur la vie? Laquelle de ces deux puissances est supérieure à l'autre? Laquelle doit l'emporter? Personne n'hésitera. La vie est puissance supérieure et dominante, car une connaissance qui détruirait la vie se détruirait du même coup. La connaissance suppose la vie, elle a donc au maintien de la vie le même intérêt que tout être à sa propre existence. Et alors c'est là où il parle c'est un peu avant ce que tu avais lu, de cette hygiène ou santé de la vie. Il y a une constante d'ailleurs chez Nietzsche vers cette confrontation entre la maladie et la santé, la maladie étant justement cette maladie historique d'où doit sortir la santé, ce que l'on verra ensuite glorifié chez Nietzsche à maintes reprises au milieu de ces malheurs de santé précisément, et en permanence sous la forme de grande santé. Alors cette santé, c'est cette affirmation vitale. Mais il est certain qu'autour du mot de vie, il y a toujours, on ne peut pas s'empêcher de le penser, toujours, chez Nietzsche, c'est certaines formes d'indétermination. On est obligé de faire le choix. Deleuze fait franchement les choix, les séparations dans son texte sur Nietzsche et la philosophie. Si vous le lisez ou relisez, vous le verrez, là, il n'hésite pas, il fait toujours des choix, puisqu'il affirme justement qu'il n'y a pas de contradiction entre cela, c'est cela. Donc il y a peut-être parfois une certaine forme d'affirmation un peu excessive, parce qu'on ne peut pas non plus éliminer, à mon sens, chez Nietzsche peut-être, certaines contradictions ou incertitudes de vocabulaire ou imprécisions de vocabulaire qui, étant donné le sens général de son texte, ont peu d'importance. Mais quand on en fait des détachements comme cela et des analyses, on se trouve, comme vous le voyez, un peu à court au moment du commentaire précis, parce qu'on est obligé de faire la part de l'emportement peut-être de l'écriture ou de la variation du point de vue sous lequel il se place, lorsque dans un passage, il n'a pas écrit en un seul jour, en une seule minute, il a écrit rapidement, mais quand même ça demande du temps, donc son point de vue n'est peut-être pas toujours exactement identique. Il est probable que, mais ce qui reste identique, c'est le fil directeur, c'est la ligne qui montre, c'est ça, cette maladie historienne ou historicienne, il faudrait mieux dire d'ailleurs, que historienne, parce que historienne a aussi un sens souvent très ambigu, à la fois valorisant et dévalorisant. Tandis que la maladie historique n'a pas de sens valorisant. Il est probable que nous-mêmes, atteints de la maladie historique, nous souffrirons aussi de ces contrepoisons. C'est ça. Et c'est là où il engage cette prosopothé, je sais pas comment on l'appelle, cette variation très poétique sur la jeunesse, autour de cette hygiène de la vie. Mais il revient, au fond, c'est le thème, c'est le leitmotiv, on peut dire, de cette confrontation entre les deux, que l'on retrouvera, mais si vous voulez, je relance ça alors, puisqu'on n'a pas encore établi, ça me tourmente, on n'a pas encore établi de programme, de calendrier précis, de sorte que je relance pour la semaine prochaine quelque chose qui nous fera alors nous tourner
à la fois d'ailleurs du côté de Nietzsche, mais du côté de Péguy, dont je n'ai fait qu'apporter une indication extrêmement rapide, et le texte de Clio, ou les deux textes de Clio, puisqu'il y en a deux, mais enfin c'est le plus intéressant et le plus achevé, c'est celui qui s'appelle Clio, l'autre s'appelle Véronique, c'est une préparation, mais celui qui s'appelle Clio est plus maniable et plus achevé, donc il est préférable de le traiter, ainsi d'ailleurs qu'un texte très curieux, dont je vous signale l'existence, pour les doctorants, et qui est une thèse préparée que Péguy, en 1905, je crois, avait déposé, qui voulait préparer à la Sorbonne, et qui était consacrée justement à ce problème des rapports entre l'histoire et la science, et ce problème de la situation de l'histoire, je crois qu'il s'appelle la situation de l'histoire devant la philosophie générale, c'est-à-dire la métaphysique et la sociologie, donc c'était au fond un de ces problèmes qu'il avait l'intention de traiter. Et cette thèse, il ne l'a jamais passée d'ailleurs. Donc ça rassure peut-être ceux qui ont une thèse en train et qui ne la feront jamais, puisque Péguy avait préparé une thèse et qu'il n'en a jamais suivi. Mais il est mentionné dans la bibliographie de Péguy, dans la biographie de Péguy, sous le nom de la thèse, et a été, je crois, je ne l'ai jamais lu moi-même. Je n'en ai eu connaissance qu'à travers une analyse qu'en a faite Roger Dadoun, connaisseur très intéressant de Péguy et excellent commentateur, dans un livre paru il y a quelques années, mais je crois que la thèse a été, je chercherai, cherchez-le d'ailleurs sur l'ordinateur, vous le trouverez peut-être, ça s'appelle, je crois que son titre est La thèse, et qu'il a été publié en 88 au PUF, aux presses universitaires. Mais qu'il n'en existe que des notes, un plan très étendu et détaillé, puisque il a plus d'une centaine de pages. Mais il y a des notes, un plan, des indications d'orientation de cette thèse, qui est une très forte critique, justement, de la tendance de l'histoire contemporaine vers une pseudo-scientificité et dans son opposition avec la temporalité vivante, avec la compréhension du temps dans la vie, dans la mémoire, ce qu'est l'objet du texte de Clio, et en particulier au centre, cette conception très disons entre guillemets, parce que le mot a été utilisé différemment par les historiens non événementiels, conception de l'histoire événementielle ou gravitant autour de l'événement, c'est-à-dire en tant que valorisé relativement à la compréhension du temps historique. Bon, on en parlera. Alors, puisque j'ai donné les feuilles, bon, on a la programmation qui est déjà affichée, et on en parle. Oui. Je garde ça de façon à le donner à ceux qui ne l'auront pas. Non, j'en ai besoin. Oui. Comment ? Toi, tu ne l'as pas ?
Ah bon? Parfait. Et qu'est-ce que Non, c'était pour te montrer que tu avais mis 20 211 ou quelque chose. Pour qui est-ce là? Le devenir, tu as mis jeudi 20 octobre 20 211. Tu t'en étais aperçu, non? 20 211. Ah ben déjà, donc nous sommes pénétrés dans le supra ou super historique. Donc c'est un véritablement uber historique, là, au sens multiple du terme. 20 211. Non, c'est pas 20 211, 20 000. Comment veux-tu écrire de 2011, toi? J'ai bien écrit 2011. Non, tu as écrit 20 211. 20 211, vous l'aviez vu? Non, je ne veux pas. Il est écrit là-dessus. Je ne l'ai pas écrit pour une seule fois. Il est écrit là-dessus. Ouais. Personne n'a fait attention. Non, du tout. C'est moi. Ah, deux personnes. Donc, lançons-nous dans la suprashistoire. L'au-delà, nous accédons les rivages purs de l'éternité. On ne peut rien demander de plus pour un philosophe. Il est où là, malheureux? Il est déjà 6 heures moins 10. De modestie. Il est très modeste. Il s'appelle Élaborer sa politique avec les sportifs. Ça c'est pas mal. Ah, mais c'est énorme ce texte, c'est une véritable stèle. Ça c'est pas mal. Élaborer sa politique avec les éternels. Les mots utilisés ici, l'art et la religion, c'est ça, un devenir, c'est-à-dire un devenu, c'est Gewordenes, c'est quelque chose qui est un résultat au fond, c'est ça, devenir, un historique et partout, c'est ça, quelque chose qui est tu ne l'as pas ici, ce passage, elle vit dans un état d'hostilité secrète contre les puissances immortalisantes de l'art et de la religion. Donc c'est quelque chose qui dans ce titre de super historique, vise bien quelque chose qui appartient à un extra historique ou un super, c'est ça, ou un supra, je veux dire, historique. Donc il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux mots super et supra. De même qu'elle est l'oubli, la mort du savoir. Et alors les contrepoisons de l'historisme sont le non-historisme et le super. Ah, est-ce que c'est super ou supra? Parce que là c'est la même chose. Il y a super au lieu de supra. Ces noms nous ramènent au début de nos réflexions et à leur atmosphère de sérénité. Je désigne du nom de non historique l'art et le pouvoir d'oublier et de s'enfermer dans un horizon limité. J'appelle super historique les forces qui détournent le regard du devenir vers ce qui donne au devenir un caractère d'éternité et de même signification que l'art et la religion. La science, car c'est elle qui parlerait de poison, voit dans ses forces, dans ses puissances, des forces et des puissances hostiles, car elle ne tient pour vrai et juste que l'étude du réel, c'est-à-dire l'étude scientifique, qui voit partout un devenir. Là aussi, il y a des mots et des expressions qui font penser à des incompatibilités, voire des incohérences de langage, puisque on voit ici on a l'impression que ce mot de devenir est pris d'une façon négative et péjorative,
alors que ce n'est pas le cas. En fait, la philosophie de l'orientation de Nietzsche est bien celle des devenirs. Mais parce que c'est pris dans un sens et dans un contexte différent, qui voit partout un devenir, un état historique et nulle part un état